plus personne n'y retrouve ses repères. Alors je vais essayer de décrire en peu de mots. La crise aidant, les libéraux sont devenus étatistes. Les étatistes sont devenus muets. Le déficit écrasant et l'Himalaya de dettes ne suscitent plus aucun débat, mais il va falloir les payer. Le président du think tank, comme on dit, du groupe d'intellectuels du PS, est devenu rapporteur de la commission du Grand Emprunt, sur lequel je croyais que le PS était pour le moins réservé. Le procureur le plus important de France donne une conférence de presse pour affirmer avant le procès la culpabilité d'un ancien Premier ministre dans un procès où le chef de l'État, qui est d'une certaine manière son ultime supérieur hiérarchique, est partie civile. Et personne ne s'en étonne. Le président de la République fait dire dans tous les médias qu'il a capté, comme on dit, les idées de la gauche, tout en intronisant Philippe de Villiers et les siens dans la majorité. Le même président de la République préside en personne, à l'Élysée, le comité de liaison des appareils, groupes et groupuscules de la majorité, sans que nul ne s'en émeuve. La taxe carbone, pour laquelle tous les candidats à l'élection présidentielle avaient solennellement apposé leur signature, est combattue sur le principe par les signataires eux-mêmes. Bref, une chatte, selon l'expression populaire, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Alors, une chatte et encore moins un citoyen, et notamment un citoyen ému par le cours que prennent les choses en France, un citoyen pas d'accord, un citoyen qui s'interroge. Alors je voudrais avec vous répondre à 3 questions. Où va la France? Si l'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, que faire? Et avec qui? Et dans quelle direction aller pour l'avenir? Où va la France? Je retiendrai 3 traits dominants en cette rentrée. Le pouvoir. Il y a une mouche qui est tombée amoureuse de moi et qui me poursuit de ses assiduités. Il n'y a pas dans Astérix une mouche espion comme ça qui... Le pouvoir... Le pouvoir a une idéologie, et cette idéologie est en rupture avec certaines des valeurs essentielles de notre pays. Il a entrepris, et c'est très grave, de mettre la main sur tous les centres de décision, et surtout, et c'est le pire, et c'est le plus grave, secteur après secteur, les problèmes de la France s'aggravent plutôt que de trouver une réponse. Alors j'irai très vite sur le premier point. Je lis quelquefois, sous des plumes autorisées, de droite et de manière plus surprenante de gauche, que je serais anti-sarkozyste. Et moi, je veux vous dire ceci. Je ne suis en rien contre Nicolas Sarkozy, mais je suis en tout contre ce que Nicolas Sarkozy est en train de faire de la France. Ceci n'est pas affaire de personne, c'est affaire de pays. Ça n'est pas affaire d'épiderme ou de sympathie. On serait surpris de savoir que ça n'est en rien dans ce domaine que je me suis placé tout au long des derniers mois et des dernières années. C'est dans le souci de la France et de ce que cette France est en train de devenir sous la responsabilité des dirigeants qui, aujourd'hui, décident de son avenir. J'ai consacré un livre à cette approche, alors je ne vais pas m'étendre. Il y a une chose pour moi absolument frappante. La société qu'on est en train de construire, c'est la société des inégalités, la société du chacun pour soi.
hors la tradition de la France, notre choix historique depuis l'école publique, laïque, obligatoire et gratuite, jusqu'à l'impôt proportionnel, jusqu'à l'aménagement du territoire. Le choix historique de la France, c'était l'égalité des droits et l'égalité des chances. Au service de ce rêve, ou de cet idéal, ou de ce projet d'égalité, il y avait la République et ses services publics, l'État impartial, l'aménagement du territoire, la sécurité sociale. Les territoires de la République n'étaient jamais désertés et nulle part on n'acceptait que son autorité fût mise en cause. En tout cas, c'était notre histoire nationale, telle qu'elle se transmettait de génération politique en génération politique. Où en est aujourd'hui l'égalité des droits? Où est l'égalité des chances? Où est l'égalité fiscale et la proportionnalité de l'impôt quand ceux qui ont le plus sont mis par la loi à l'abri des efforts demandés constamment à ceux qui ont moins? Où est l'égalité des chances quand l'école en est au point que les cours particuliers sont aujourd'hui développés au point d'être cotés en bourse du collège à l'université et qu'ils se voient encouragés par des déductions fiscales, c'est-à-dire en pratique réservées aux familles qui payent l'impôt? Où est cette égalité des chances quand on annonce la suppression du congé parental qui a permis à tant de familles et à tant de femmes de milieux modestes, des milieux les plus modestes, d'élever leurs enfants et de faire le choix d'en avoir? Où en est l'égalité des chances quand on applique systématiquement à l'éducation une politique de suppression des postes qui dément les vœux pieux de priorité à l'éducation nationale qu'on nous répète tous les jours? Où est l'égalité pour les handicapés? Par exemple, ceux qui travaillent en CAT, quand leur famille constate qu'ils se voient enlever d'une main ce qu'on affecte de leur donner de l'autre. La situation des handicapés dans notre pays mérite à elle seule un engagement. Les inégalités sont de plus en plus dures et les injustices progressent. Et ces choix font souffrir tous les jours un peu plus l'esprit républicain. C'est le premier constat que je voulais faire devant vous. Il y en a un deuxième. C'est la pratique du pouvoir. Nous vivons un temps où le pouvoir en France a entrepris de mettre la main peu à peu, sans que cela se dise, sans que cela se voie, sur tous les centres de décision de la société française. C'est une entreprise sans précédent, sur laquelle un jour les historiens réfléchiront, qui s'organise non pas seulement au sein de la société politique, mais au sein du monde judiciaire, des réseaux économiques, médiatiques, financiers, industriels. Influence sans contrepoids, influence sans partage d'un pouvoir qui installe sa domination. La plus récente, actuelle, illustration de cette entreprise de domination, ça a été dit à la tribune, c'est évidemment cette annonce du changement profond de l'équilibre de la justice pénale en France par la suppression du juge d'instruction et l'attribution de l'enquête au procureur dépendant hiérarchiquement du pouvoir exécutif. Eh bien, mes amis, bien sûr, ce sont des sujets qui apparaissent pour spécialistes, pas grand public, mais faisons tous attention, ça n'est pas la même chose que l'enquête et la poursuite pour les affaires graves, notamment pour les affaires qui mettent en cause des puissants, soient placées entre les mains d'un magistrat indépendant, protégé par son statut, ou qu'elles passent
entre les mains d'un procureur à la française, qui est un magistrat soumis à l'autorité de sa hiérarchie, et d'abord soumis au pouvoir exécutif pour la progression de sa carrière. Magistrat nommé par l'exécutif, y compris contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, et lorsqu'il s'agit des procureurs généraux, nommés en Conseil des ministres comme des préfets. Ça n'est pas la même chose. Et je veux rappeler cette chose simple que lors de la catastrophe judiciaire d'Outreau, le juge d'instruction s'est trouvé au cœur de grandes émotions publiques. On a bâti une grande commission d'enquête pluraliste, parlementaire, qui s'est réunie, qui a entendu longuement tous les acteurs de cette dramatique dérive, qui a délibéré longuement, toutes opinions confondues, et qui a ensuite rendu ses conclusions à l'unanimité. Et cette commission, c'était il y a quelques mois à peine, c'était les mêmes hommes, les mêmes courants d'opinion, à l'unanimité. Et son avis a été qu'il ne fallait pas, étant donné l'organisation, notamment du parquet en France, qu'il ne fallait pas supprimer le juge d'instruction, mais instaurer la collégialité pour l'entourer et pour l'aider de conseils, de la pluralité de jugements, de collègues qui pouvaient, en situation risquée, conjuguer l'expérience et les points de vue différents sur le dossier. Alors vous voyez bien les risques de dérive. L'enquête au procureur, c'est en réalité la remise de la décision, de l'opportunité, comme on dit, de l'enquête au pouvoir en place. Lorsqu'une affaire est gênante, lorsqu'elle dérange, il n'est même pas besoin pour l'étouffer au bénéfice du pouvoir ou de ses amis ou des puissants, il n'est même pas besoin d'obéir à des ordres grossiers. Il suffit de ne rien faire. Et je puis vous dire avec certitude que sous tous les pouvoirs que j'ai connus, il y a eu des moments où les dirigeants en place auraient tout fait, tout, pour qu'une justice trop curieuse n'aille pas débusquer ses pratiques ou celles de ses amis. Nous sommes nombreux à avoir vu, sous tous les pouvoirs, la colère des puissants contre les petits juges, comme on disait. Vous vous souvenez? Les petits juges du temps des septennats de François Mitterrand, qui avaient l'outrecuidance, mais ce n'est pas le seul, il y en a eu aussi par la suite, qui avaient l'outrecuidance de demander des comptes à ceux qui, hier, les regardaient de haut, et parfois qui décidaient de les poursuivre. Eh bien, les nominations, quand elles interviennent, font le reste. Il suffit de s'assurer que les bons tempéraments ont été nommés aux bons endroits. Alors, y a-t-il des procureurs qui résisteront? Oui, bien sûr, heureusement, parce qu'il est heureusement des magistrats courageux. Mais les pressions seront fortes, et tout le monde n'est pas héroïque. Et je veux rappeler cette vérité d'évidence, trop souvent oubliée. Les institutions sont faites d'abord pour protéger les hommes de leurs faiblesses. Vous aurez observé que j'ai dit « les hommes », c'était un terme générique pour le masculin et le féminin, encore que je sois de ceux qui pensent que les femmes ont beaucoup moins de faiblesses que les hommes dans certains domaines. Et puis deuxième risque, le déséquilibre. Et on sait ce que ça donne notamment aux États-Unis. L'importance dans un système comme celui-là, l'importance d'avoir les moyens les plus forts financièrement à mobiliser pour la défense. Vous vous souvenez de l'affaire O.J. Simpson? Monsieur O.J. Simpson, qui avait des moyens considérables, a réussi à se faire acquitter au pénal grâce à une défense de haut vol. Et quelques mois après, les preuves étaient si lourdes que, acquitté au pénal, il a été condamné au civil pour dédommager pour plus de 30 millions de dollars des victimes qu'il avait été jugé ne pas avoir assassinées. Le moins qu'on en puisse dire est qu'il y a des systèmes judiciaires
dans lesquels, selon que vous serez puissant ou misérable, c'est-à-dire selon que vous serez souvent riche ou pauvre, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et enfin, dernier point, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, ça a été rappelé par 2 ou 3 articles très importants ces derniers temps dans la presse de très hauts magistrats ou de responsables publics respectés. Sans le dire, en fait, nous abandonnons dans ce domaine aussi l'architecture de notre justice pénale française pour adhérer à l'architecture anglo-saxonne. Nous avions une culture du droit que bien des pays autour de nous, dans l'espace francophone et au-delà, imitaient. Nous avions une école du droit qui faisait autorité dans le monde et qui contrebalançait l'école juridique anglo-saxonne. Eh bien maintenant, c'est nous qui nous mettons à imiter les autres. Là comme ailleurs, nous rejoignons le modèle dominant et ça n'est pas le sens qui était celui de la tradition nationale française. Et on verra ceci. Aucun des risques que l'on dénonçait dans l'exercice de notre justice pénale ne sera écarté par la nouvelle organisation si elle voit le jour comme on l'a conçue. Mais on aura, à coup sûr, un long temps de désordre et d'incertitude, de nouvelles incertitudes et de nouveaux désordres, coûteux en moyens, coûteux en réputation pour la France, cela sans même avoir attendu qu'aille à son terme la précédente réforme, celle que j'évoquais, qui créait les pôles de l'instruction et la collégialité qui en était la conséquence. Eh bien, pour notre part, nous défendrons l'indépendance de la justice. Si l'on veut que l'enquête soit confiée au procureur, il est une condition impérative à laquelle nous n'accepterons pas qu'on se dérobe. Si l'enquête doit être confiée au procureur, il faut que le procureur soit rendu indépendant. Et donc notamment que sa carrière ne dépende plus du pouvoir. Et il est une condition impérative que l'on soit assuré que le dépôt d'une plainte puisse entraîner une enquête sans que cette enquête puisse être étouffée par qui que ce soit. Idéologie des inégalités, organisation de domination. Voilà les 2 premiers constats. Il y en a un troisième, qui est pour moi plus lourd. Partout, dans tous les domaines de la vie nationale, si l'on compare la situation de la France aujourd'hui en 2009 avec ce qu'elle était il y a quelques années, partout, c'est pire. Tous les grands secteurs du pays s'enfoncent dans une crise sans précédent. Il n'y a pas qu'une crise. Il y a de multiples crises. J'en cite quelques-unes. On parle de cette crise économique et financière, mais la désindustrialisation de la France, la fuite des entreprises et des emplois, elle ne dépend pas seulement de la crise économique et elle s'aggrave tous les jours. La sécurité du pays, la sécurité dans notre pays, les violences, notamment les violences faites aux personnes, ne dépendent pas principalement de la crise économique. Et pourtant, elles s'aggravent tous les jours. Même les statistiques deviennent accablantes et Dieu sait pourtant si l'on a tout fait pour améliorer les statistiques et les rendre par la politique du chiffre plus digestes. Au bout de 7 ans, car que je sache, il y a 7 ans que ce sont les mêmes qui s'occupent de sécurité, le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats ne sont pas probants et que c'est pire en matière de sécurité. On parle de crise économique, mais la situation de l'agriculture, elle ne dépend pas de la crise financière ou pas principalement de la crise financière. Et notre agriculture, je dis ça avec une tristesse que vous ne pouvez pas imaginer, et notre agriculture touche le fond quasiment dans tous les secteurs de production, plongeant des centaines de milliers d'agriculteurs dans le désespoir pur et simple. Je voudrais que vous réfléchissiez à cela.
L'agriculture, c'est le socle du pays dans sa production économique, du pays dans ses commerces, du pays dans ses traditions, dans ses paysages. C'est le plus vieux métier du monde, contrairement à ce qu'on croit. C'est le plus vieux métier du monde et c'est celui qui a le plus d'avenir parce qu'il faut nourrir bientôt 9 milliards peut-être de futurs habitants de la Terre. Et nous y étions forts comme aucun autre pays. Et nous le laissons désespérer. Ce sont, je vous jure, ce sont des vaillants, ce sont des entreprenants et nous leur laissons baisser la tête. Jusqu'à quand allons nous battre en retraite, jouer à reculons, laisser tomber le meilleur du pays? S'il est un secteur où le laisser-faire, ultralibéral ou libéral, a montré ses limites, aussi bien chez nous qu'en Afrique, comme on l'a entendu hier, c'est celui-là. Eh bien, je dis tout simplement, il faut renverser le mouvement et ne pas accepter qu'en agriculture aussi, tous les jours, ce soit pire. La situation, n'est-ce pas, tout ceci est contrôlable. Hein? Ça n'est pas des prises de position d'opinion. Ce que je décris là, ce sont des faits et des situations humaines. Et il suffit de faire quelques kilomètres pour aller rencontrer ceux qui sont victimes de cette dérive de société que nous connaissons aujourd'hui. La situation des banlieues, la situation des quartiers. Vous vous souvenez les plans Marshall qu'on nous avait promis? Vous vous souvenez des affirmations qu'on allait nettoyer ce qui devait être nettoyé? Et vous vous souvenez de la grande marque allemande de nettoyeurs à pression qui a, je ne sais pas si elle a été aidée ou si elle a été freinée par l'utilisation de son nom. Vous vous souvenez de tout ça? La situation des jeunes issus des familles socialement et culturellement déclassées, cette situation est aujourd'hui un désespoir. Et cela ne dépend pas seulement de la récente crise économique. Ça dépend d'une dérive de la société française que chacun peut constater s'il accepte de sortir de son quartier pour aller rencontrer ceux qui, hélas, sont tous les jours, par millions, victimes de la situation qui empire. L'éducation nationale a fait la France. Eh bien, je veux vous dire ceci. Elle est aujourd'hui, l'éducation nationale, plus démoralisée, atteinte dans ses valeurs, qu'elle ne l'a jamais été, au point qu'elle en vient même à douter, et croyez-moi, il fallait que ce soit grave pour en arriver là, elle en vient même à douter de l'action revendicative et syndicale. L'université est atteinte au plus profond, surtout et y compris dans son image auprès des jeunes et de leurs familles. Et cette année, on nous annonce quelques 8 à 10% de baisse des inscriptions en moins dans l'université française. Vous savez ce que ça veut dire, la phrase que je prononce devant vous, là? Ça veut dire que, auprès des jeunes, dans les familles, on ne croit plus à l'université en France, et c'est nous qui avons inventé l'université. Mais il y a là quelque chose qui oblige à constater qu'il n'y a pas une crise en France, il y a 10 crises, il y a 20 crises, cruciales, vitales, et celles qui menacent, celles qui viennent, chômage, retraite, finances publiques, santé, elles sont au moins aussi graves et dangereuses. Eh bien, tout ceci demande et exige un ressaisissement de la nation, un ressaisissement de la France, une manière nouvelle de penser l'avenir. Permettez-moi de m'arrêter une minute sur une situation dont on ne parle presque jamais. J'étais heureux que, Franck, tout à l'heure, tu l'évoques. C'est la situation des jeunes en France, qui sont les grands absents, presque totalement absents du débat politique dans notre pays. On a connu un temps, je ne parle pas de génération antique et solennelle,
Je parle de nous. On a connu un temps où les jeunes entraient dans la vie avec des chances intactes, où leurs parents leur garantissaient au moins qu'ils allaient pouvoir défendre leurs chances, où la société était organisée. Ceci est, je crois, très important. La société était organisée pour que des chemins existent du bas vers le haut. Accessible, alors c'était à la force du poignet. Il fallait faire des efforts. Mais c'était accessible. Bourse, concours, méritocratie républicaine. Et tout cela a disparu. La société est organisée de telle sorte que sa complexité la rend incompréhensible à tous ceux qui n'ont pas les bonnes clés. Quel parcours choisir? Quelle langue choisir? Quel établissement? Quelle formation? Quelle école? Quel diplôme? Les uns savent et les autres ne savent pas. Et ça commence par se présenter. Ça commence, Azouz, tu as fait hier un magnifique moment sur ce sujet, par la langue. Comment se présenter? Comment s'habiller? Quels sont les codes? Les uns savent très bien, sans effort, et les autres ne savent pas. Et même les formations qu'ils suivent, souvent de manière méritante, souvent en travaillant pour payer leurs études, parce que c'est eux qui travaillent pour payer leurs études, ces formations débouchent sur une absence de reconnaissance, une absence d'emploi. Ils sont bac plus 3, ils sont bac plus 4, quelquefois bac plus 5, 6 ou 7, et désarroi. Les familles sont humiliées. J'en connais qui sont docteurs, sont passés des thèses, et ils n'ont rien. Et personne ne les avait avertis. Voyez-vous, ceci est pour moi très important. Il n'y a plus de carte de la réussite, de carte au sens carte routière. Il n'y a plus de carte de la réussite qui montre les chemins à suivre quand on vient de loin. Autrefois, dans la France républicaine, dans celle que beaucoup d'entre nous avons connue dans notre enfance et dont nous avons vécu, autrefois, le chemin était balisé. Il ne l'est plus. Eh bien, je vous le dis, la pire injustice, c'est quand un jeune garçon ou une jeune fille qui veut en sortir, qui a l'envie, qui a le désir, qui a l'envie de se battre, ne sait plus quelle route suivre pour en sortir, parce qu'il n'y a plus de route. L'orientation est devenue un dédale et un labyrinthe. Et comme génération, le sac de voyage de cette génération, il est chargé de plomb, parce que la dette exigera un prélèvement de leur travail pendant des décennies. Il faut voir à quoi ce prélèvement pour rembourser la dette est comparable. Il faut voir ce qu'on prendra aux Français pour payer la charge de la dette. Si on continue, eh bien, on nous rebat les oreilles, on entend beaucoup parler, on a entendu parler ce matin du grand emprunt. Eh bien, ce qu'il faudra prélever sur le travail des jeunes, c'est au moins un grand emprunt tous les ans. Cela veut dire que les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, pendant 20 ans, tout l'impôt sur le revenu qu'ils paieront, tout le prélèvement sur leur effort et leur travail, tout ce qu'ils devraient dégager pour préparer l'avenir, cette génération le donnera sous forme de rente, moitié à l'endroit des plus riches du pays et moitié à l'endroit de l'étranger. Eh bien, vous connaissez une génération qu'on a ainsi plombée, vidée de sa substance. Je dis que les jeunes Français devraient instruire à l'égard des gouvernants qui les ont placés dans cette situation un procès pour non-assistance à génération en danger. Et encore cette dette financière, il faut l'additionner à une autre dette, qu'on appelle pudiquement la dette démographique, c'est-à-dire la situation qui va mettre de plus en plus de retraités à la charge de moins en moins de jeunes travailleurs. Et c'est pourquoi la réforme des retraites, une réforme juste, une réforme équitable et durable, est un devoir vis-à-vis des jeunes.
J'évoque à peine, si j'ose dire, la question du chômage, parce que le chômage, il est plus lourd pour eux que pour les autres. Quand le chômage des générations les plus jeunes atteint 25%, on est un pays qui va mal. Et dans des quartiers entiers, on est à plus de 50% de chômage des jeunes. Eh bien, à ce moment-là, on est un pays qui est en perdition. Je vous donne une consigne à tous ceux qui vont s'engager dans ce travail. Nous allons écrire un nouveau programme. Eh bien, que ce programme soit écrit au nom des jeunes. Alors, beaucoup me diront, mais Françoise a fait attention, disent-ils, ce sont les plus âgés qui votent. Quelquefois, ils disent ce sont les vieux qui votent. Eh bien, je suis certain que ceux qu'on dit vieux, ce sont les parents et les grands-parents des plus jeunes, qu'un pays, c'est une famille. Je récuse le calcul égoïste. Un pays, c'est comme un arbre. Les fruits valent ce que valent les racines. C'est un ensemble que nous devons défendre. C'est un écosystème. Je revendique. Et je vous donne la consigne que nous soyons dans la vie politique française les avocats et les défenseurs des jeunes. Ceux qui exigent, en leur nom, qu'on pense à eux, dans toutes les décisions, surtout les décisions qui concernent l'avenir lointain, même si d'autres ont choisi de sacrifier l'avenir au présent. Élargissons encore un peu, reculons encore un peu la longue vue. Si je descends, au fond, au cœur du malaise dans lequel nous sommes, au cœur de ce qui sépare notre société entre les uns et les autres, pour aller au plus simple, il me semble qu'on peut tracer une ligne de partage. Et cette ligne de partage, elle doit nous aider à réfléchir. Cette ligne de partage, elle est entre ceux qui acceptent le chacun pour soi et ceux qui veulent la solidarité. Il y a des esprits qui croient, c'est la base de leur analyse, que la société marche mieux dans le chacun pour soi. Il y a eu de grands théoriciens, économiques en particulier, de grands esprits qui ont défendu l'idée que tous ceux qui cherchent leur intérêt, quand chacun cherche son intérêt personnel, au fond, la résultante de tous ces choix, ce sera le meilleur intérêt général. Et nous, au contraire, nous, le grand courant démocrate dans le monde en particulier, le courant du développement humain, nous croyons qu'une société marche mieux, qu'elle est plus équilibrée et plus forte si ses membres sont solidaires entre eux. Si ce n'est pas la compétition à tout prix qui l'emporte, mais la solidarité. Si chacun sait qu'il peut s'appuyer sur l'autre, le pays va mieux, comme une équipe ou comme une famille. Alors cette solidarité, elle est double, elle va au moins dans deux directions. La solidarité, elle est horizontale entre les membres d'une même génération et elle est verticale entre générations. Les générations qui viennent, et même si on veut, c'est pas apporter quelque chose de l'ordre de la mémoire, aussi les générations qui ne sont plus. Et quiconque manque à l'une ou à l'autre de ces deux solidarités, solidarité entre membres d'une même génération et solidarité entre générations, celui-là manque à son pays et d'une certaine manière manque au monde. Et il n'y a pas de solidarité. Et il n'y a pas de solidarité s'il n'y a pas de justice dans la répartition des efforts. C'est pourquoi dire « nous voulons la solidarité », c'est dire en même temps « nous voulons un monde plus juste ». Nous voulons, c'est pour ça que nous sommes là, dans ce chapiteau et dans ce mouvement. Nous sommes là parce que nous voulons une France plus juste, une société plus juste, un monde plus juste. Quelles que soient les difficultés, nous avons choisi notre cap. C'est un monde plus juste que nous allons construire parce que plus de justice à l'école, dans l'entreprise, signifiera plus de solidarité et donc, nous le croyons, plus d'efficacité. Et ne vous trompez pas, c'est le contraire exact de l'idéologie qui domine le monde depuis plusieurs décennies. Nous prenons le contre-pied exact
de ce qu'on a essayé de construire dans l'idéologie de la compétition à tout prix. Ceux qui veulent qu'on soit en compétition, y compris à l'intérieur du même corps et du même ensemble. Ceux qui veulent que les services publics soient mis en compétition avec d'autres, mais qu'à l'intérieur du service public, les agents, au lieu d'être des collègues qui s'aident et s'entraident et se soutiennent, soient en compétition les uns avec les autres et qu'on les paye, on dit au mérite, c'est-à-dire à la prime de compétition. Et quelque chose me dit, j'indique cela à ceux qui s'intéressent à la vie intellectuelle du monde. Quelque chose me dit qu'on est sur le point d'approcher un renversement à l'encontre de cette idéologie de la compétition à tout prix qui dominait tout. Je vois des études dans le monde intellectuel, pas seulement français, anglo-saxon, qui commencent à dire, mais peut-être contrairement à ce qu'on croit, même pour l'efficacité, la compétition, ça n'est pas le mieux. Et même on peut inventer autre chose, un monde non pas où on se soupçonne l'un l'autre, où on veut prendre l'avantage de l'un sur l'autre, mais où on a décidé de vivre les uns avec les autres. Et ceci est un modèle de société. Eh bien, j'en viens pour satisfaire les observateurs. J'en viens aux questions brûlantes. Mais vous voyez que les questions brûlantes, elles sont conduites, entièrement conduites, si j'ose dire, dictées par le constat que je viens de faire. Parce que ce constat indique qu'en effet, il y a une ligne de partage dans la vie démocratique de notre pays. Une ligne de partage bien réelle. Il y a ceux qui pensent ou qui acceptent ou qui se résignent à voir ce régime, inégalité et domination, avec ses injustices économiques, sociales, démocratiques, s'installer et durer en France pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, 2007-2017, corroder ce qui a fait la France. Et il y a ceux qui ne l'acceptent pas et qui veulent une alternance pour une société plus juste et plus solide. Il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui signent pour que le régime actuel dure 10 ans. Et il y a le camp de ceux qui choisissent une alternance pour une société plus juste. Pour l'instant, tout se passe comme si dans le camp des 10 ans, tout le monde avait signé, tout le monde était à sa place. Mais dans le camp de l'alternance, tout se passe comme si, au contraire, c'était désorganisation et querelles incessantes. Eh bien, la tâche qui est devant nous est rude. Le pouvoir actuel, il ne faut rien sous-estimer de ce qui se passe. Le pouvoir actuel a d'immenses forces de son côté. Et 2 ans, c'est court pour décider du choix de la France. Et il n'est pas trop de 2 ans pour remplir le devoir qui est le nôtre, et ce devoir, je le nomme, notre devoir, c'est de construire une alternance crédible pour le pays. Et la première marche vers une alternance crédible, dont les Français ont tellement besoin, eux qui n'y croient plus, la première marche vers une alternance crédible, c'est la reconnaissance et c'est le dialogue entre tous ceux qui souhaitent cette alternance, qui souhaitent un monde plus juste, accepter que nous soyons différents les uns des autres, que nous ayons chacun notre légitimité, que nous ayons chacun notre histoire et notre chemin, et pourtant que nous acceptions simplement de parler ensemble. Eh bien, je fais en votre nom
une offre publique de dialogue entre tous ceux qui ont la volonté d'alternance en commun. Le temps du dialogue est venu. Dialoguer, ce n'est pas forcément être d'accord, c'est accepter l'idée que même les désaccords peuvent être constructifs pourvu qu'on ne perde pas de vue le but à atteindre. Alors j'entends la première secrétaire du Parti socialiste dire à notre endroit « Veuillez bien, avant que je vous considère, faire la preuve que vous êtes à gauche. » Eh bien, Madame Aubry, je n'ai aucune preuve à faire. Vous n'êtes pas chargée de contrôler les papiers. Vous n'êtes pas chargée de vouloir faire rentrer tout le monde dans le rang. Dans le camp de l'alternance, si ce camp est de bonne foi, il n'y a pas de surveillante générale. Il n'y a pas de rang. Il y a une mission à remplir qui nous concerne tous, rendre la chance de l'alternance possible et crédible pour tous les Français, alors qu'en ce moment, ils n'y croient absolument plus. Et pour cela, il y a une condition nécessaire, sinon suffisante, c'est qu'il faut se respecter. Aussi différents que nous soyons, et nous le sommes dans ce camp que je veux voir naître de l'alternance pour la France, nous le sommes probablement moins différents qu'on ne le dit. Rassembler les forces pour que les Français désenchantés, parfois désespérés, recommencent à espérer. Alors je le dis encore en votre nom. Pour ma part, je ne pose aucune condition à ce dialogue. Je ne fais aucune exclusive. Je n'ai pas besoin de contrôler les papiers pour confronter les idées avec des idées. Je ne pose aucune condition pour écouter les autres, parce que je sais que penser l'avenir, reconstruire la France, cela ne sera pas facile. Personne, pas même nous, n'a la clé. Je sais bien que tous, dans cette recherche du chemin, tous nous faisons des erreurs, moi le premier. Et je sais que nous ne serons pas trop nombreux, d'où que nous venions, pour penser ensemble, chacun apportant sa pierre, pour penser un nouveau modèle de société. Et nul ne doit avoir d'arrogance. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'est bien souvent cette famille dont nous sommes en France les représentants modestes. C'est cette famille, le centre progressiste, qui fait bouger le monde. Barack Obama n'est pas socialiste, il est démocrate. Et il a entrepris quelque chose de grand, quelque chose d'immense pour faire bouger le monde. Au Japon, cette semaine, le Parti démocrate du Japon vient de renverser 50 ans de domination conservatrice. Et si vous lisez les dépêches qui annoncent cette victoire, vous lirez « Parti démocrate du Japon, centre ». Et c'est eux qui ont fait bouger les choses. En Inde, le Parti du Congrès, l'immense Parti du Congrès, dans la plus grande démocratie du monde. Le Parti du Congrès vient d'entrer comme observateur dans la toute jeune Alliance mondiale des démocrates que nous avons fondée. C'est le centre progressiste qui fait souvent avancer le monde. Et c'est pourquoi nous sommes fiers de cette famille politique, fiers de cette identité. Ceux qui ne considèrent pas l'autre comme un ennemi, même s'il n'a pas la même identité que vous.
Au fond, il y a là une assez bonne définition de ce que nous, qui l'avons choisi, appelons centre. Alors je vais faire un peu de philosophie de café du commerce. Je vais employer un mot que les philosophes utilisent. Centre, au fond, comme je l'entends, c'est accepter l'altérité. Ça veut dire accepter que l'autre ne soit pas exactement comme vous, et cependant le considérer comme aussi légitime que vous-même lorsqu'il s'agit de parler, de se rencontrer, de nouer une relation et de bâtir l'avenir. J'ai beaucoup aimé qu'à cette tribune, on cite pendant ces journées un homme admirable de spiritualité qui s'appelait Monseigneur Pierre Claverie, qui était l'évêque d'Oran et qui a été assassiné. Et Pierre Claverie disait ceci, qui a été cité à la tribune, que je répète: « J'accepte l'idée que vous puissiez avoir une part de vérité, et spécialement, dit-il à d'autres, cultures, religions, j'accepte l'idée que vous puissiez avoir une part de vérité, et spécialement celle qui me manque. » Dans ce dialogue dont je viens de faire l'offre publique devant vous, chacun doit venir avec ce qu'il est. Parce qu'il y a une grande loi que je regrette un peu d'avoir à rappeler, mais que je veux rappeler devant vous. Si vous ne parlez qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous, vous êtes sûr de tourner en rond et au bout du compte en politique, vous êtes sûr de perdre. Alors je vous le dis, il y a, et si ce dialogue se noue, il y aura des désaccords. Je vais vous en citer un. L'idée exprimée par Martine Aubry que les entreprises bénéficiaires qui licencient devraient être mises sous tutelle par le tribunal de grande instance, cela me paraît, je le dis comme je le pense, une idée d'un autre temps. Parce que si une entreprise attend d'être déficitaire pour changer son organisation, alors on va voir couler beaucoup d'entreprises parfaitement viables. L'entreprise vivante, c'est un ajustement permanent. Et si on fait peser cette menace de rendre passible des tribunaux un licenciement avant déficit, alors je vous le dis, il n'y aura pas beaucoup d'embauches dans les entreprises françaises. Il y avait un journaliste hier soir dans le petit dîner que nous avions et qui, évoquant cette idée, il disait c'est l'Albanie. Alors moi, je ne vais pas tout à fait aussi loin, mais c'est une idée qu'en effet, je trouve régressive. Je fais cette offre publique de dialogue. Ma conviction est qu'il faudrait que ce dialogue soit organisé, public, sans exclusive, pour que tous les Français puissent se comprendre au travers des échanges qui seront là mis en place, ce que pensent les familles politiques qui veulent une alternance, ce qu'elles pensent en commun, où sont leurs différences. L'idée qui me paraît très bonne, je l'avance, c'est qu'on réunisse en quelque sorte, avec tous ceux qui en sont partie prenante et qui sont intéressés, un parlement de l'alternance. Que chacun vienne avec ses idées, sujet par sujet, qu'on les expose, qu'on les confronte sereinement, d'accord, pas d'accord, et après tout, on a le droit de ne pas être d'accord, et selon moi, on a le droit d'être d'accord aussi, et qu'on le fasse devant les Français, publiquement, dans des séances accessibles à tous les citoyens. Et après, lorsqu'on saura clairement où sont les convergences et les différences, où sont les divergences, et même les divergences irréductibles, lorsqu'on saura où sont ces divergences, quand il y aura des divergences de cette sorte sur un grand sujet, qui tranchera?
Ben, c'est très simple, ce sont les Français qui trancheront, et c'est à cela que sert le premier tour des élections, et notamment le premier tour des plus grandes élections. On dialogue, on confronte, on voit ce qui est d'accord et ce qui n'est pas d'accord, on expose ce qui n'est pas d'accord, et ce sont les Français qui tranchent. C'est la démocratie que nous proposons de reconstruire. Et il apparaîtra naturellement là que chacun a son identité, ses priorités, son histoire et son style. C'est le pluralisme nécessaire. Chacun défend sa vision, son identité et son autonomie. Il n'y a pas de ralliement, il n'y a pas d'alignement. Je l'ai déjà dit en d'autres temps, et ailleurs, et à d'autres. Si vous pensez tous la même chose, c'est que vous ne pensez plus rien. Et ceci, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre au sectarisme. Parce que je veux, ayant fait cette offre publique de dialogue, lancer en même temps un avertissement pratique. Tous ceux qui prendront la responsabilité de dire « Nous n'avons rien à voir avec vous », qui que soit le « nous » et qui que soit le « vous ». Tous les sectaires, tous ceux qui diront « Je n'accepterai de parler avec vous que le jour où vous m'aurez rallié, c'est-à-dire le jour où vous vous serez renié. » Regardez-les bien. Tout cela, en fait, ils travaillent, qu'ils le veuillent ou pas, pour que le régime actuel dure 10 ans en France.